Je vais commencer par dire un mot sur le titre, classification et psychopathologie. Je ne savais pas quel mot utiliser, psychopathologie, ou psychiatrie, ou psychologie clinique. Donc j'ai utilisé le terme psychopathologie tant il est un concept qui désigne une série de choses qui préoccupent la plupart des personnes qui se trouvent dans cette pièce au motif d'une prise en charge de meilleure qualité, qu'elle ne l'est déjà, ou au motif d'une recherche empirique plus solide, plus robuste qu'elle ne l'est déjà. Donc la question de la classification, c'est la question qui intéresse considérablement les cliniciens. Est-ce que la catégorie dont je parle a valeur de prédiction, a valeur de pronostic, donne des arguments en faveur de l'utilisation d'un traitement plutôt que d'un autre, ou au contraire, est-ce que cette catégorie brouille les cartes, c'est-à-dire fournit un sentiment vague de connaissance, lequel renvoie à une réalité fantasmée. Et scientifiquement, est-ce que les données scientifiques et neuroscientifiques proviennent de groupes suffisamment homogènes, c'est-à-dire où les spécimens ou les individus partagent des caractéristiques communes, je ne sais pas, par exemple, prenons l'exemple trouble bipolaire, par exemple, ou au contraire, le système est vicié par le fait de inclure dans des catégories diagnostiques des personnes dont l'hétérogénéité est tellement élevée que nous mélangeons les pommes, les poires, et surtout que nous ne pouvons développer des modèles généraux de compréhension. Donc, en attendant, la question de la classification, en vérité, c'est une question qui doit répondre, ou qui devrait répondre, d'une manière ou d'une autre, à des questions d'ordre clinique et à des questions d'ordre de recherche. Alors, on vit des moments inédits, c'est comme ça que je le vois en tout cas, ceux qui caractérisent une forme de déconstruction des niveaux de certitude qui nous entourent, sur lesquels on a bâti un sentiment de confiance très fort. Et ces sentiments de confiance, ce niveau de certitude, peuvent être considérés aujourd'hui comme de simples croyances. Alors, ils sont nombreux ces sentiments de certitude qui nous ont construits, notamment l'idée de l'économie de marché, par exemple, mais aussi celui de la croissance économique, comme modèle d'épanouissement individuel et des sociétés, de la démocratie. Donc la science ne fait pas exception à cette tentative de déconstruction. Alors, j'ai un petit côté personnellement un peu anard, si vous voulez, et donc je dois dire que je suis plutôt à l'aise dans cette période de transition, parce que en partie tout au moins, elle offre quelques opportunités que je juge créatives et que je juge utiles au bien commun, de remettre en question les systèmes donc de croyances qui nous ont fondés. Mais je reconnais l'inconfort psychologique et l'inquiétude d'aucuns de ne plus discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, du réel de ce qui est une représentation du réel, même si, de mon point de vue, bien entendu, la distance existera toujours. Euh, comme disait Nietzsche, c'est ma seule petite incursion du côté de la philosophie, même si la philosophie des sciences va arriver dans un instant. Comme disait Nietzsche, il faut parfois mettre le chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Alors, traiter la question des classifications en psychopathologie et en psychiatrie, ce n'est pas une petite entreprise, pour le moins. Alors, un fait historique, et je vous parle de la position dans laquelle je me trouve, car je vais vous inviter à réfléchir à l'idée que vous avez construit des visions du monde, et nous le faisons tous de la position qu'on occupe. Et je vais rejeter dans mon exposé l'idée d'un objectivisme mécanique. Dans un instant, je vais vous expliquer ça, pour quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'objectivisme conceptuel. Mais je vais revenir ça dans un instant. Donc, je suis obligé de vous parler un peu de la position que j'occupe, parce que bien sûr, je regarde les choses et je vois certaines choses comme évidentes, et tout bonnement parce qu'on me les a communiquées comme telles. Vous voyez, et en plus, ça a construit un sentiment d'identité. Vous voyez, donc, beaucoup de mal à être à deux endroits en même temps, celui qui a appris à parler français et celui qui a appris à parler chinois. C'est très compliqué. Vous voyez, vous pouvez mesurer les écarts, mais je suis obligé de déconstruire un peu mon objectivité en vous disant que dans les facultés d'où je viens, la faculté de psychologie, et où j'enseigne maintenant un peu, on n'aime pas les catégories. On n'aime pas les catégories discrètes. C'est historique. Telles que celles qui sont présentées dans la CIM ou dans les DSM. Rassurez-vous, je vais tenter d'entreprendre une démarche un peu historique et un peu conceptuelle, et donc je ne vais pas faire du CIM ou DCM bashing. Hein, c'est bien clair. Je vais tenter de comprendre, pas de juger.
Donc ça ne remonte pas hier, cette forme de réticence, voire cette détestation pour les catégories discrètes en psychologie clinique et en psychopathologie dans les facultés de psychologie, un peu partout dans le monde, car elles sont jugées irraisonnablement réductionnistes. Je rajoute le terme irraisonnablement parce que bien sûr qu'il faut réduire un niveau du réel, sans quoi il est incompréhensible. Il faut juste que nous définissions un niveau raisonnable de réduction du niveau du réel. Autrement, on n'aurait pas besoin de discuter, d'interpréter le réel ou de discuter du réel ou de se représenter le réel, il suffirait de le décrire tel qu'il est. Et nous en sommes incapables pour des raisons qui sont probablement liées à la manière dont notre cerveau fonctionne, je reviendrai dans un instant. On parle aussi du risque de réification. La réification, ce n'est pas rien, c'est-à-dire, on dit, si vous créez des catégories et que vous appuyez dessus d'une manière trop nette, sans trop d'esprit critique, vous faites une confusion entre un construit et le réel, c'est-à-dire entre une représentation et le réel. Et ça pose un problème, bien sûr, pour des cliniciens qui travaillent avec des patients qui sont clairement en difficulté à se représenter le réel. On la juge aussi depuis très longtemps, donc les écoles de psychologie jugent qu'il manque de validité scientifique, c'est-à-dire que les critères scientifiques des catégories ne sont pas satisfaits, hein, notamment le fait que des observateurs différents décrivent des phénomènes catégoriels semblables. Ils n'ont pas été, les écoles de psychologie n'ont pas été non plus très convaincus par l'idée qu'avoir un vocabulaire commun, ça permet d'avoir des représentations communes. Ils ont le sentiment que lorsque l'on parle d'un signe clinique, on utilise les mots d'un dictionnaire, mais en réalité, on est habité par le signe clinique. Et sans le recours à une forme de subjectivité, si vous voulez, de connaissance par le corps du signe clinique, qui nécessite un peu plus que désigner quelques phrases, eh bien, on ne se comprend pas. Donc l'argument qu'il faudrait un lexique commun, je dirais, pour comprendre les phénomènes cliniques complexes, c'est un argument qui met les écoles de psychologie mal à l'aise. Et donc l'idée qu'elles fournissent, qu'elles fournissent une sorte d'illusion de connaissance, donc je sais de quoi il s'agit car je sais le désigner, est une des critiques qui sont communément utilisées. La technique du cas par cas est privilégiée en fonction de critères variables. Au-delà des pratiques, la statistique en psychologie préfère les variables continues, distribuées normalement. Ça offre plein d'avantages en vérité, d'un point de vue purement statistique, et les psychologues ont une tradition statisticienne extrêmement puissante qui viennent, comme vous le savez, de l'évaluation des capacités intellectuelles. Je ne vais pas faire revenir sur cette histoire-là. Il en va autrement des épidémiologistes qui, eux, se satisfont davantage des catégories et qui sont davantage conservateurs, car ce qui leur importe considérablement, c'est de comparer des moments. Et donc, quand vous voulez comparer des moments, même si la méthodologie est discutable, il est important quand même de rester sur des éléments méthodologiques communs. Si vous regardez par exemple la question des sondages, il est absolument essentiel pour des sondeurs de se dire « l'opinion publique a changé parce que nous avons posé la même question il y a 10 ans ». Ce qui ne veut pas dire que les gens l'ont compris de la même manière. Mais au moins, c'est la même question. Est-ce que cette question valait la peine? Est-ce qu'elle était utile? C'est autre chose. Le sondeur est intéressé par l'évolution de la réponse à la même question. Les épidémiologistes sont très intéressés aussi à l'évolution du concept de maladie mentale, du nombre de malades mentaux, etc., même si les classifications sont un peu questionnantes par les cliniciens, par les universitaires et par les scientifiques. Peu importe. Alors, commençons notre voyage à travers un siècle de sa classification en psychiatrie, mais en mode accéléré, mais par une observation scientifique publiée il y a quelques semaines, qui vous donne déjà le ton, si vous voulez, de la manière dont les scientifiques, au plus haut niveau, traitent aujourd'hui la question des catégories. Il s'agit donc d'une étude publiée, alors je vous la décris vraiment très rapidement, il s'agit d'une étude qui traite des questions que nous traitons nous-mêmes, à savoir la manière dont les personnes s'adaptent à des réalités changeantes, quant à la quantité de récompenses qu'elle promet, quant à la quantité de punitions associées, quant à la probabilité que cette punition ou ces récompenses adviennent. Et donc nous avons des systèmes d'inférence. Retenez simplement que nous avons des systèmes d'inférence cérébraux qui nous permettent de nous adapter alors que nous sommes dans des zones d'incertitude. Bon, ce qu'on appelle les comportements orientés vers un but. Je ne rentre pas dans les détails. Ce que montre cette étude de manière absolument indéniable, d'ailleurs le titre, par ailleurs, y fait référence explicitement, c'est que l'approche dite catégorielle, c'est-à-dire celle consistant à comparer 3 catégories de patients
clairement identifiés, soit présentant un trouble obsessionnel compulsif uniquement, soit un trouble anxieux généralisé uniquement, soit les deux ensemble. Cette approche n'est absolument pas discriminante de la manière dont les personnes parviennent à s'adapter à des réalités sans cesse changeantes selon les critères dont je viens de parler. En revanche, cette approche favorise, donc vous voyez, donc c'est clairement. Alors, donc cette publication donc, date d'il y a quelques semaines, elle a été publiée dans JAMA Psychiatrie, ce qui vous indique, bien entendu, peut-être pas la qualité de l'étude, peut-être pas, vous pouvez peut-être ne pas me croire sur la qualité de l'étude, mais certainement la légitimité de l'étude pour le corps psychiatrique. C'est ça que je veux signaler. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. À partir du moment où vous avez une étude, et vous allez en avoir d'autres après, qui sont publiées dans des revues maîtresses de la recherche scientifique psychiatrique, et que cette étude remet en question totalement la notion de catégorisation, notamment en montrant qu'en fait, c'est le score de compulsion et pas la catégorie d'obsession qui génère les problèmes décisionnels ou qui sont associés à des problèmes décisionnels de très haut niveau. C'est donc bien, et nous voyons ici, c'est donc bien une approche dimensionnelle. Donc les auteurs insistent sur le fait que nos tendances compulsives sont directement liées au traitement anormal des conséquences, des actions entreprises, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est donc bien la dimension qui discrimine les personnes et non pas la catégorie diagnostique. Les idées qui vont être développées ici, et puis effectivement, je vois que le temps passe vite, je pense que le développement du DSM et du CIM reflète l'adhésion à une définition assez restreinte de l'objectivité, et je vais vous en parler dans un instant. Donc il y a une volonté d'objectivation, d'objectivité, mais il y a si vous voulez, pour le philosophe des sciences, que je ne suis pas, mais à qui j'ai emprunté certains concepts, je vais le dire dans un instant, il y a une confusion entre l'objectivité conceptuelle et l'objectivité mécanique. Deuxièmement, les efforts en matière de classification s'orientent vers une description de plus en plus dimensionnelle des troubles mentaux. Alors, à la fois à usage de recherche, ça, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus. Je vous donnerai des indications plus tard, mais je peux déjà vous donner une indication. Le président du célèbre Institut de recherche américain sur les maladies mentales considère qu'il n'y a plus de subsides à octroyer à des protocoles de recherche qui se ciblent sur des approches catégorielles de troubles mentaux. C'est une information quand même relativement capitale. Ce n'est pas une question clinique, c'est une question pour eux de validité scientifique. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Enfin, l'approche catégorielle aussi, l'approche catégorielle est maintenue en épidémiologie. En fait, ce sont les épidémiologistes qui défendent les approches catégorielles, en fait, et qui ont été les plus raisonnables, ou en tout cas les moins véhéments, à l'apparition de la 5e version du DSM, on va y revenir dans un instant. Notamment par souci de cohérence, ce qui permet de faire des comparaisons. C'est très important pour eux, de ne pas changer les pratiques. Et par ailleurs, vous verrez qu'il y a une tension considérable au sein des psychiatres et psychologues de la task force, mais surtout des psychiatres, lors de la réflexion sur le DSM-5, il y a une tension considérable entre les novateurs et les conservateurs. Les novateurs voulaient un changement radical, parce qu'il n'y avait pas eu de changement depuis le DSM-3. J'avance déjà très vite dans la connaissance, si vous voulez, historique, mais j'en suis sûr que vous connaissez beaucoup ces choses-là. Donc, ils se plaignaient du manque de mobilité, du manque d'innovation depuis le DSM-3, et revendiquaient un saut épistémique, si vous voulez, majeur, au sein de la task force. Ceux-là vont claquer la porte véritablement, face à des éléments, des personnes qui, eux, souhaitaient davantage, plus de constance, qu'on ne vienne pas bouleverser les pratiques cliniques, qu'on laisse les choses dans leur état. Alors, ces approches ont de manière générale un faible niveau de pouvoir prédictif, de troubles qui sont considérés aujourd'hui comme des troubles qui reflètent des troubles mentaux, dont la définition va arriver dans un instant, qui reflètent des liens subtils entre les dimensions psychosociales, culturelles, biologiques. Ils peinent en fait à permettre de comprendre de quoi il s'agit, les classifications classiques. Ces approches ont par ailleurs aussi, et c'est ce qui inquiète beaucoup de cliniciens, et vous allez vous rendre compte dans un instant que la plupart des cliniciens n'utilisent pas ces approches. C'est ce qu'une étude mondiale publiée dans le journal mondial de psychiatrie, cette fois-là, vient de présenter. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc, la plupart des cliniciens n'utilisent pas le DSM en vérité, et en particulier, ils n'utilisent pas pour une raison bien particulière, qui consiste à estimer le pronostic, à faire une projection temporelle.
Donc il y a très très peu de gens qui estiment qu'à partir de l'établissement des diagnostics, on peut assez facilement proposer notamment à l'entourage une estimation de l'évolution du tableau clinique au cours du temps. Alors, les approches expérimentales et notamment les neurosciences reflètent davantage la dimensionnalité des troubles que des variables, que des catégories discrètes. Et on invite aujourd'hui à oublier définitivement et à tourner le dos, en tout cas en partie aux approches catégorielles, pour se concentrer, vous verrez ça dans un instant, sur des questions beaucoup plus dimensionnelles, qui reflètent davantage la manière dont la nature fonctionne. Je rajoute ici un élément qui est un élément de synthèse, si vous voulez, mais que je vais développer dans un instant, c'est qu'à peine la souffrance et les signes cliniques sont-ils observés, que vous les observiez, que vous ne pouvez vous empêcher de les interpréter en fonction de votre propre histoire, en tant que clinicien, du contexte culturel dans lequel vous vous trouvez, et de l'établissement irrépressible, donc irrépressible, de causalité. Vous avez tenté de dire, il y a tel élément, ça doit aller ensemble. Et cela en raison d'un cerveau qui est naturellement inférentiel. Ça peut paraître un peu délicat, mais fondamentalement, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la manière dont les cliniciens regardent la réalité clinique en visant une forme d'objectivité, parce que le cerveau n'est pas fait pour ça. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est malléable, il est parasitable, il suffit qu'on vous dise, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il suffit qu'on vous dise que la personne qui rentre là à l'instant est atteinte de ce type de maladie dont Charles Conrage nous parle, pour que votre amygdale immédiatement décharge un signal d'aversion absolue à son truc. C'est-à-dire, vous n'avez absolument pas de démarche scientifique. La démarche scientifique serait, si vous voulez, de réserver le jugement à une certaine prudence, etc. Donc, pour des raisons purement d'évolution, le cerveau ne s'est pas structuré de manière cartésienne et scientifique, donc il faut résister à cette nature dite inférentielle. J'ai très peu d'éléments, j'en déduis des règles générales d'abstraites. J'ai deux événements qui apparaissent, je les regarde en causalité. Si je vous dis par exemple que je travaille dans le jeu de hasard et d'argent, pour toute une série de raisons, et donc je vous dis que 5 fois le pile est sorti, et je vous demande de faire une prédiction sur ce qui va sortir par la suite. Et vous avez une espèce de sentiment de confiance en faveur du face. Vous dites, oui, mais enfin 5 fois de suite, une 6e fois, ce serait quand même très improbable. Voyez, nous ne sommes pas câblés de manière à faire des statistiques, nous ne sommes pas prêts pour l'objectivité. Si je vous montre, en psychologie on connaît bien le phénomène d'illusion perceptive. Donc c'est un objet que vous pouvez voir comme un vase, mais en vous donnant quelques informations, je vous le fais voir comme la photo de Sigmund Freud vue de profil. À d'autres moments, j'attire votre attention sur quelque chose, c'est-à-dire un match de football. Vous regardez un match de football et tout d'un coup, il y a un singe qui apparaît, qui fait son singe, et puis votre cerveau a dit non, il n'y avait rien. Je ne suis pas prêt à voir cela. Rappelez-vous quand il y a eu l'histoire du trou, ça me revient comme ça, hein, parce que c'était mon époque. Quand il y a eu l'histoire du trou, on a beaucoup mis en question les enquêteurs. Parce qu'ils avaient vu, ils avaient vu un spéculum, ils avaient vu ça, ils avaient vu ça. Ils avaient entendu des bruits, vous vous souvenez, quand ils ont perquisitionnés. Et les spécialistes ont dit, mais oui, mais ils n'étaient pas prêts à entendre. Ils ne s'attendaient pas à des enfants vivants. Notre cerveau ne peut pas voir ce qu'il n'est pas prêt à voir. Et c'est donc un problème de formation, d'aider les gens à augmenter le spectre de ce qu'ils peuvent voir. Et donc, regardez, ça vient aussi dans la classification clinique, ça vient dans la manière dont on gère les questions cliniques. Alors, l'approche holistique, que beaucoup appellent de leur vœu, inclut des descriptions fines des situations cliniques, des interactions. Donc, ce que, évidemment, les approches catégorielles peinent à montrer, c'est pourquoi les symptômes viennent ensemble, peinent à expliquer les causalités, ils peinent à donner à certains symptômes une valeur de centralité supplémentaire, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire un symptôme qui viendrait expliquer d'autres symptômes, ce que les nouvelles catégories tentent de faire. Et donc, le bon clinicien, hein, je vais avec le système de valeurs, si vous voulez, hein, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux symptômes, évidemment aussi aux interactions entre les symptômes, en sachant que le symptôme il n'existera pas en dehors d'un contexte déterminé, ni même, probablement, en partie, de la position subjective de celui qui la regarde. Il va falloir assumer pleinement la totalité de cela. C'est un peu désespérant, mais c'est en même temps un très beau métier pour cette raison. L'entraînement au raisonnement multidisciplinaire est absolument nécessaire pour avancer dans la compréhension des états psychopathologiques et les manières de les traiter. Et fondamentalement, la question qui se pose derrière qu'est-ce que la souffrance, ça a été une réflexion assez profonde et de qu'est-ce que c'est que classifier et qu'est-ce que c'est que être objectif, fondamentalement. Alors,
Robert Spitzer. Alors là, je demande à nos anciens, parce que tout de suite, je me suis dit, je vais raconter l'histoire que je n'ai pas vécue. Et c'est une des limites de ma réflexion d'aujourd'hui. Je vous raconte une histoire que je n'ai pas vécue. Je vous raconte une histoire qu'on m'a dit qui s'est passée. Alors, évidemment, ils sont nombreux à l'avoir dit, donc je finis par le croire, mais je ne l'ai pas vécu. Il y a ici des gens qui ont peut-être connu Robert Spitzer. Est-ce que quelqu'un a connu Robert Spitzer? Voilà. Alors, Robert Spitzer, il a proposé une définition générale du trouble mental. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'un trouble mental? Il faut bien commencer par quelque chose. Et il était un des rares à proposer la définition suivante. Et ça a eu quelques vertus. Vous allez voir que dans le contexte culturel de l'époque, ça a une importance considérable. Il dit, dans le fond, pour moi, la maladie mentale, si vous voulez, le trouble mental, c'est un trouble qui reflète un niveau de souffrance subjective et qui impacte l'adaptation au réel. Voilà tout. Je ne cherche pas à identifier les causes. La question de la psychiatrie, ce n'est pas la question de l'étiologie. Alors, il le dit à un moment tout à fait intéressant. Alors, la 6e version du DSM-2, c'est une version qui est très, très, très intéressante parce qu'elle exclut une forme d'homosexualité de ces catégories diagnostiques, considérée jusqu'alors comme un trouble mental au regard de l'interprétation faite par les associations psychodynamiques de l'époque de l'homosexualité comme trouble mental. Okay. Et donc l'intérêt de Spitzer, et c'est pour ça qu'il sera à l'origine du DSM-3 et qui sera l'artisan absolu du DSM-3, c'est qu'il dit, mais dans le fond, non. Dès lors que l'homosexualité n'occasionne pas une souffrance mentale, elle ne doit pas se trouver comme une maladie mentale, et donc on lui a rendu hommage, en particulier. Mais il a changé d'avis, sensiblement, donc il est à l'origine du DSM-3, je vais en parler dans un instant, qui se veut athéorique et conceptuel, si vous voulez, il est évidemment très conceptuel, mais il est en tout cas, il rejette en tout cas l'influence de la psychanalyse, on va le voir dans un instant, qui a eu beaucoup de vertus, mais dans un contexte bien particulier qui est celui de l'après-guerre, on va y venir dans un instant. Il rejette cela, mais il décrit ici qu'il a changé d'avis, grâce notamment à Jerome Wakefield, qui lui prône davantage une définition d'une maladie mentale selon un angle plus essentialiste, c'est-à-dire prouver l'existence d'un dysfonctionnement d'une fonction naturelle, ce qui cause un préjudice pour le patient en fonction des normes sociales. Et donc vous avez, si vous voulez, deux formes de validité en fait qui s'opposent, l'une conceptuelle, ça a valeur parce que la personne en souffre et ne s'adapte pas, l'autre beaucoup plus scientifique, j'attends de prouver pour chaque maladie mentale une éthiopathogenèse bien précise, et vous verrez, notamment dans le DSM-5, qui est venu brouiller cette distinction, et est venu poser problème à tout le monde, en fait, notamment en raison de l'absence d'une distinction nette entre la dépression majeure et la réaction au deuil. J'ai un deuil personnel, je suis déprimé pendant 15 jours, je tombe sur quelqu'un qui me dit que je ne suis pas déprimé, je ne suis pas triste, je suis dépressif. Et c'est un énorme problème, effectivement. Le problème de la classification, elle est très intéressante, et elle est intéressante. Alors là, je prends beaucoup d'informations, je dois vous le dire, de Steven Demazeux, donc qui a fait une exposé tout à fait intéressant en 2014 à Lausanne, qui est historien des sciences. Vous pensez bien que j'ai eu besoin d'un peu de recours aux histoires des sciences, mais j'en ai retiré ce que j'avais envie, et j'ai adoré, en tout cas, ceci, c'est-à-dire que bien sûr, quand on parle de système classificatoire, on est obsédé, enfin en tout cas, il nous vient naturellement la botanique. Mais alors, remarquez que dans cet ouvrage absolument remarquable de Galison, Porter et Desson, que j'ai lu entièrement, je ne fais pas que citer celui qui a cité, je l'ai lu, il est fait mention tout à fait remarquable, il dit sur le fait que la vertu épistémique récente de l'histoire des sciences date seulement de la moitié du 19e siècle, date à laquelle on a remplacé, grâce à l'événement de la photographie, une objectivité mécanique avec une vision, je dirais, idéalisée, mais considérée comme objective jusqu'alors de la nature. Donc les botanistes n'avaient pas pour mission de reproduire la réalité, mais ils reconnaissaient que cette réalité devait être sublimée, rendue plus belle. On pouvait être un scientifique, et bien sûr qu'ils ont été à l'origine de classification des espèces végétales d'une manière suffisamment robuste pour qu'on y fasse encore référence, mais avec l'idée qu'il n'y ait pas d'objectivité mécanique atteignable, et qu'au contraire, le travail du scientifique est un travail de bonification qui vise à réduire les défauts d'une réalité, pas toujours à la hauteur des attentes. Et donc vous avez là une vision, et ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que cette distinction s'opère entre une objectivité mécanique et une objectivité subjective.
L'idée derrière cela, c'est que d'aucuns prônent aujourd'hui le retour dans les systèmes classificatoires de la notion irréductible de notre objectivité subjective. En disant, il y a un intérêt aujourd'hui à introduire une dose de subjectivité, en tout cas à la reconnaître parce qu'elle est là, plutôt qu'à tenter de la faire disparaître. Alors, quelle est la place de l'objectivité en psychiatrie? Alors là, je suis sûr que, j'ai pensé à vous, monsieur Safran, je suis sûr que vous connaissez Heinz Kohut. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Heinz Kohut? Oui, vous... C'est un des ouvrages de référence. Voilà. Donc je vais parler de Heinz Kohut parce que c'est pas mon ouvrage de référence, mais j'ai adoré ce qu'il a dit. On observe un changement de régime associé à des changements dans les pratiques, les techniques et les institutions et dans la figure du scientifique en psychiatrie. Et la pratique clinique contient des tensions entre des aspirations scientifiques et des considérations cliniques. C'est très important de se rendre compte de cela. C'est que de tout temps, et c'est par ailleurs, les attaques des non-psychiatres seront importantes à l'égard du DSM-5. Mais comme vous le verrez dans un instant, les tensions sont à l'intérieur des associations de psychiatrie. Ce n'est pas les consommateurs contre les psychiatres, c'est les psychiatres entre eux qui disent on a des problèmes. Et l'une des tensions identitaires, c'est que certains estiment que les aspirations scientifiques ne sont pas tout, et que les considérations cliniques sont essentielles. Et j'ai trouvé l'apport de M. Kohut, théoricien de la psychanalyse aux États-Unis, et notamment dans la place qu'il a conférée à l'empathie et à l'engagement émotionnel, tenez-vous bien, non pas comme une dimension polluante, comme une dimension qui fait tâche, ou qui empêche de voir le réel tel qu'il est, mais comme la dimension par laquelle il faut passer pour voir le réel. Il défend l'idée de l'empathie comme un outil indispensable au travail d'observation. Donc ce qu'il prétend, c'est que si vous ne travaillez pas sur votre subjectivité, vous passez à côté de l'observation objective. Vous voyez un petit peu le rapport qui est établi. Et cette puissance-là, si vous voulez, renvoie au débat de Freud et de Ferenczi. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais je vous assure que c'est absolument passionnant. Et là, je suis sûr qu'on pourra discuter là-dessus. Mais Freud tentant de tenir l'individu, la personne à distance, dans une forme d'observation qu'il veut la moins en interférence possible avec le phénomène étudié, et Ferenczi qui lui invite à un autre chemin, au risque de certaines dérives caractéristiques de la manière dont Ferenczi gérer c'est un phénomène clinique. Lévi-Strauss, quand il veut observer une peuplade, une tribu, un peuple qui n'a pas eu de contact avec l'Occident, il se pose la même question. Comment est-ce que je vais pouvoir les observer comme si je n'étais pas là? C'est une vraie question. Donc c'est la même question en clinique tous les jours. Est-ce que si je ne suis pas là en train de voir mon patient, il fonctionne de la même manière? Est-ce qu'il va fonctionner de la même manière avec quelqu'un d'autre? Et donc, quand vous êtes Lévi-Strauss, vous arrivez dans une peuplade clinique, vous vous plantez là, vous êtes gentil, vous êtes plein d'humanisme, mais peut-être que vous êtes en train d'observer le fruit de l'interaction entre l'essentialisme de la peuplade, du peuple en question, et votre présence. Alors, il essaie de se faire discret, il essaie de trouver des mesures d'objectivation, mais fondamentalement, à un moment donné, il endosse cette idée de subjectivité. En revanche, Karl Hempel considère la science comme ce qu'il doit soustraire tout le bruit de l'intersubjectif. Et on voit là quelque chose d'assez fondamental. En 1959, il écrit un bouquin dont j'ai lu les belles pages, comme on dit, qui s'appelle « Les fondements de la taxinomie », et ce qui donnera naissance notamment à l'idée d'entretien. Parce que bon, il n'est pas idiot, il sait que la subjectivité, elle se construit, elle s'observe, dès même que l'individu commence à simplement regarder, ouvre les yeux, et simplement sort du coma. Donc, il dit il n'est pas idiot, raison pour laquelle il œuvre en faveur, et on trouvera dans la psychiatrie une très très grande tradition, en allant dans la direction de remplacer le clinicien le plus possible par soit des sujets naïfs, très très important pour le DSM-3, ça. Remplacer, s'il vous plaît, pour Karl Hempel, un sujet naïf, c'est-à-dire un sujet qui n'y connaît rien, a plus de chances de décrire les choses avec exactitude qu'un sujet qui pense qu'il connaît et qui donc utilise son cerveau inférentiel, si vous voulez, pour regarder ce qu'il n'y a pas. Mais ça, c'est une question qu'aucun clinicien au monde ne peut ignorer. Pourquoi est-ce qu'on classifie les personnes en souffrance mentale? Alors, essentiellement, j'ai mis ces raisons, elles ne sont pas par ordre de priorité. Mais ça a été beaucoup fait pour des raisons administratives. Je pense que vous le savez.
pour des raisons d'épidémiologie et pour des bonnes raisons d'épidémiologie. Je passerai les diapositives beaucoup plus vite après. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est important, c'est montrer ce qui nous unit comme espèce, pas ce qui nous désunit comme espèce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc se tenir à une définition commune de la souffrance mentale, plutôt que des nosographies ici et là, etc., c'est pour beaucoup des humanistes au sortir de la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale, la possibilité, si vous voulez, de faire humanité commune. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'humanité commune. Et en plus de ça, l'OMS communique que c'est absolument essentiel de pouvoir comparer les gaps, les trous, pouvoir comparer les zones où on traite un peu mieux que d'autres. Et c'est absolument essentiel dans une tradition, d'ailleurs, une tradition telle que la nôtre en ce moment, telle que nous vivons avec le coronavirus en ce moment. L'OMS prend des positions sur la Belgique, vous n'y allez pas, c'est bien, tel pays, là vous y allez, là vous avez mis du temps au Japon à réagir, et des choses comme ça, en ayant des indicateurs objectifs extrêmement précis. Mais le coronavirus et le nombre de cas déclarés n'est pas la psychiatrie. C'est une autre discipline. Pour favoriser la recherche, c'était essentiel. Pour communiquer avec les collègues, donc ça on les retrouve, hein. Donc si je vous donne le diagnostic, que j'assortis de certains signes cliniques, j'ai plus de chances qu'on parle de la même chose que si je vous donne mon ressenti général. DSM-1, DSM-2, une part interprétative considérable donnée, on va arriver dans un instant, et pour de très bonnes raisons aussi d'ailleurs. Établir un pronostic, décider d'un traitement, faire de la psychoéducation, hein, ça c'est les thèmes plus récents, hein, le thème de la psychoéducation, il faut partir d'un diagnostic pour faire de la psychoéducation. Pas nécessairement, mais beaucoup de gens pensent qu'il le faut. Et alors, en l'occurrence ici, pour dégager, alors ça, j'ai rajouté ça moi parce que c'est ce que je pense, c'est ce que je pense par ma pratique, si vous voulez, clinique passée, c'est que le diagnostic peut avoir un certain intérêt. Je pense notamment quand j'ai travaillé à l'époque avec, quand je me suis formé à la prise en charge des troubles liés aux addictions dans les familles, bah, quand je voyais une famille avec des addictions, je me formulais des hypothèses vraisemblables. Je savais bien qu'il n'y avait pas un niveau d'explication, il y en avait plus d'un. Il y avait plusieurs hypothèses possibles. Il ne dit pas il y a une manière, il y a un profil de fonctionner quand on est... quand on souffre d'alcoolisme en famille, mais il dit il y a des explications plus probables que d'autres. Vous voyez, moi j'ai toujours senti comme ça le diagnostic. Je me suis dit, ce diagnostic m'amène à sélectionner quelques hypothèses probables. Mais après, j'indique l'absolue nécessité de les vérifier, évidemment. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait de ces... que font vos collègues? Qu'est-ce que vous faites des diagnostics? Alors, cette question a été posée dans une étude mondiale en 2018, publiée dans le Journal mondial. Alors, ce n'est pas un faux journal mondial, parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut faire attention quand le journal ou la conférence porte le terme de mondial, souvent c'est trash conference. Ouais, vous voyez ce que je dis? On dit je suis mondial. Donc non, c'est le journal mondial avec un facteur supérieur à 20, etc. Voilà, donc si vous voulez, c'est le point culturel de référence de la psychiatrie d'aujourd'hui. Et il communique sur le fait que l'utilisation déclarée la plus fréquente des systèmes de classification sont faites à des fins de facturation et administrative, ce qui n'est pas un tort, mais tant que c'est désigné à ça, pour ça, et que la personne en a conscience, c'est une chose. Bon, un peu plus de la moitié des répondants déclarent passer souvent et régulièrement en revue les directives et critères diagnostiques pour déterminer s'ils appliquent tel ou tel traitement à des individus. Donc on est sur la moitié des cliniciens qui disent j'ai confiance dans ces systèmes pour décider d'un traitement. J'étais surpris, je crois que c'était plus. Les deux classifications catégorielles ont été jugées plus utiles pour attribuer un diagnostic, communiquer avec les autres professionnels de la santé, et beaucoup moins utiles pour sélectionner des modèles et déterminer le pronostic. Voilà, les grosses tendances. Ça, c'est dans les faits ce que font les gens. Alors, je vais passer à un sujet absolument passionnant, mais je vous invite à ces lectures, hein, qui est notamment l'approche crépalinienne, dont le frère était botaniste, etc. Je vais passer sur ces questions-là et directement aller... alors, donc, il y a un système de tension. Alors, il y a eu des systèmes de tension. Il y a aujourd'hui des systèmes de très grande tension ravivée en raison du DSM-5 entre des grands organisateurs, si vous voulez, de la psychiatrie mondiale. Donc, il y a eu des points de tension entre l'Organisation mondiale de la santé et le DSM à certains moments bien précis. Puis, il y a eu des points de convergence. Mais aujourd'hui, on a un point de tension considérable entre l'Association américaine de psychiatrie et les personnes du NIH. Mais considérable.
C'est-à-dire que les gens du NIMH aujourd'hui considèrent que l'American Psychiatric Association a pris une mauvaise voie et refuse de le subventionner. Ce niveau de violence n'avait jamais été attendu jusqu'à là. Alors, on a d'autres modèles aujourd'hui qui existent, dont j'aurai l'occasion de parler. Alors, en ce qui concerne les repères historiques du DSM, je pourrais passer beaucoup de temps, et donc je vais vite passer ces diapositives, mais c'est passionnant. Hein. Bon, je le résumerai en disant 2 guerres. Et elles ont un impact considérable parce que DSM 1 et 2, vous êtes au lendemain de la guerre. Vous faites une distinction entre les troubles fonctionnels et les troubles organiques. La syphilis, qui donne de la psychose, et le gars qui revient du champ de bataille. Et c'est une évidence pour tout le monde, si vous étiez dans cette époque. Maintenant, vous vous dites, parce que vous êtes très au fait des données scientifiques récentes, les relations émotionnelles avec la maman dans les premiers mois de la vie façonnent le cerveau. Mais attendez, si je suis victime d'un vol à main armée, mon amygdale ne fonctionnera plus de la même manière. Cette distinction, ce dualisme est un peu bizarre, non? Quelque part. Bon. Et oui, il est un peu bizarre, mais il était absolument heuristique, il avait une valeur très très forte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'impact de la psychanalyse, en tout cas ce que les psychanalystes américains, certains d'entre eux, ont considéré comme la psychanalyse adaptée au contexte nord-américain, le rapport à l'objectivité, le business, les catégories diagnostiques, c'est une question d'argent. En tout cas, pour le 4R, certainement, c'est exactement identique, simplement, on change simplement les manuels pour faire de l'argent. Et alors, le 5, c'est évident. On peut en discuter, hein, si vous voulez, mais il n'y a pas de changement entre le 4 et le 4R. Et des conflits d'intérêts. Malheureusement, aussi les conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'on retrouve... Oui, je vais avancer très vite. Donc, je vais vous passer la préhistoire du DSM et du CIM. Je vais vous passer l'intérêt considérable du DSM-1, mais fondamentalement, comme c'est indiqué ici, mais vous ne le voyez pas particulièrement, qui consistait véritablement à résoudre le problème de ce qui était décrit comme un chaos. Le chaos que chaque hôpital, comportant des patients, car les classifications étaient dans un premier temps destinées essentiellement aux personnes hospitalisées. Le traitement ambulatoire n'était absolument pas concerné par cela. Chaque hôpital avait sa propre nosographie. Et pour lutter contre le chaos, l'idée naît très très vite. Hein, vous voyez, 1917, même déjà avant, hein, on commence à décrire en 1840 un effort. On commence pas avant 1840. Donc c'est en 1840 qu'on décrit, une spécificité, une classification particulière pour les troubles mentaux. Avant, on ne s'en occupait pas. Pas en tout cas de cette manière-là. Et puis, le DSM arrive. Le DSM, beaucoup de choses à dire. Il est petit, il n'est pas cher. Donc il fait 132 pages, il coûte $3 à l'époque. C'est vraiment très peu. C'est très joli de voir cette forme-là. Et c'est une forme qui est profondément étiologique. Donc c'est une forme qui distingue le profil clinique selon qu'il est, de toute évidence, en réaction à un événement. Et vous pensez bien qu'à cette époque-là, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'événement, c'est l'histoire des vétérans qui reviennent. Mais pas que ça. Aussi de tous ceux qui ont entendu les vétérans parler, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, il est profondément éthiopathologique. Il donne une place considérable à la subjectivité individuelle. Regardez par exemple ici, je vous mets cela, un exemple d'une description du DSM-1 pour le diagnostic de réaction cardiovasculaire psychophysiologique. Donc, vous avez la réaction cardiovasculaire psychophysiologique comme classement, comme catégorie. Cette catégorie comprend des types de troubles cardiovasculaires tels que la tachycardie paroxystique, l'hypertension, les spasmes vasculaires, la migraine, dans lesquels le facteur émotionnel joue un rôle causal. Débrouillez-vous. Mais c'était ça l'idée, vous voyez. Il fallait absolument lier l'expression clinique à la causalité sous-jacente. Et le DSM-3, donc DSM-2, il y a quelques modifications, notamment la notion de réaction A fut abandonnée, ce qui était déjà évidemment un premier point essentiel. Le retrait en 1974, mais vous savez tout ça, hein, de la catégorie homosexualité, mais il persiste néanmoins une forme d'homosexualité qui gardera son statut de catégorie psychiatrique, si vous voulez, qui s'appelle égodystonique, c'est-à-dire un trouble psychosexuel dans lequel l'individu est en souffrance persistante, associée à sa préférence sexuelle du même type, c'est-à-dire qu'il ne l'assume pas, etc. Dans un contexte bien particulier. Alors, on a je ne passe pas là-dessus, mais on a une collaboration tout à fait essentielle et des rapprochements entre l'EPA et l'OMS à ce moment-là, pour toute une série de raisons, mais vous verrez ça si vous regardez les diapos et les références. Et puis le DSM-3, c'est la révolution copernicienne de la psychiatrie. C'est-à-dire le rejet sous l'impulsion de Spitzer
le rejet, d'abord il y a beaucoup plus de catégories, il tranche avec toutes les nomenclatures en vigueur et il propose 4 nouveautés, dont certaines vont être abandonnées, dont certaines on ne vous les enseignera pas. L'approche est donc dite athéorique, ça veut dire je ne m'intéresse pas à l'éthiopathogenèse. C'est fini. Ça n'a pas d'importance que ça soit un trouble lié à ça ou à ceci. Je décris le trouble, voilà tout. Deuxièmement, j'ai des critères précis pour chaque catégorie, c'est des critères de symptômes, et ça vous les connaissez. Troisièmement, le système multiaxial, je disais qu'il avait été abandonné récemment, hein, depuis 2013, il est abandonné pour un système un peu différent. Donc, qui inclut les troubles cliniques, les troubles de personnalité, retards mentaux, les troubles physiques médicaux, enfin vous connaissez les 5 axes, vous les connaissez bien, et qui inclut toutes les données disponibles, donc qui inclut les données disponibles en termes de Sachs ratio et de prévalence, donc vous retrouvez ça dans le DSM-3 de manière très claire. DSM-3 ou 5, donc plus de 400 catégories, l'abandon de l'approche dans le DSM-5 de l'approche multiaxiale, et alors très intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des tensions identitaires au niveau des comités de rédaction, hein, parce que ne croyez pas que ce sont les mauvais non-psychiatres ou antipsychiatres qui attaquent la psychiatrie, pas du tout, ça n'arrivera jamais, la psychiatrie résistera aux antipsychiatres. Là où la psychiatrie n'a pas résisté, c'est aux dissensions entre les experts, et notamment les innovateurs, ceux qui disent qu'il faut modifier les critères cliniques à chaque fois que cela est justifié par la recherche scientifique, au prix de modifier la pratique clinique. Vous voyez, c'est ça la vraie tension. Voir les changements entre le DSM-3 et le DSM-3R. Oui, c'est des questions approfondies, mais si vous allez voir, dans le DSM-3R, il y a quelques modifications qui sont liées à quelques découvertes récentes. Donc, le psychiatre n'est plus formé sur quelques années, en 4-5 ans, il n'est plus formé exactement de la même manière, au motif de privilégier le pôle innovation. Et puis, un principe de conservatisme, qui se comprend aussi, prudentiel, et les gens se disputent, mais quand je vous dis qu'ils se disputent dans les task force, ils se lèvent, ils claquent là, ils traitent l'autre de tous les noms, hein. C'est pas du tout un truc simple, mais des gens qui disent non, 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 les conséquences inattendues de ces modifications sont trop peu réfléchies, notamment en termes d'épidémie. Alors, très peu réfléchies, par exemple, quel est le risque d'épidémie des troubles de l'attention et de l'autisme? Donc, le risque est trop peu réfléchi. Considérez davantage les avis des utilisateurs. Ce sont les recommandations qui sont faites. Donc, pas les scientifiques dans leur toute puissance, mais les utilisateurs. Il faut faire donc un mouvement décélérateur. C'est très, très difficile. Vous voyez, pendant plus de 5 ans, mondialement, les gens novateurs, conservateurs se heurtent. Les novateurs invoquent que les critères n'ont pas changé pendant plus de 20 ans. Et qu'il est temps maintenant de faire ce grand changement qu'ils appellent de leur vœu, qu'ils n'auront pas. Le DSM-5 ne va pas fondamentalement bouleverser la donne. Donc le DSM-5, c'est donc une série, reflète une série d'hésitations entre du conservatisme et des changements de paradigme orientés vers les neurosciences. Les auteurs veulent renouer avec l'ambition du DSM-3, donc considéré vraiment comme le lieu magique, le moment particulier. Et l'élaboration du DSM-5 a été très tumultueuse, pour plein de raisons. Les auteurs historiques reprochent le manque de fondation empirique, les soupçons d'intérêt. Vous savez, l'essentiel des réunions vont se faire à huis clos. Et les sessions publiques vont rester publiques sur Internet que pendant 1 mois. Donc le manque de transparence pour le DSM-5 est absolument extraordinaire. Si vous voulez rentrer vraiment dans ces discussions-là, c'est absolument passionnant. Et puis on commence à vanter ce qui était considéré, c'est un point sur lequel je voudrais insister avant de terminer, avant de conclure, même si j'ai encore plein de choses à vous dire. On commence à assister, donc les gens disant, écoutez, ça ne va pas dans la bonne direction, c'est pas suffisamment centré sur les neurosciences, c'est pas bon cliniquement et c'est pas bon scientifiquement. Vous n'avez pas d'audace. Vous êtes dans un conservatisme insupportable. Vous êtes essentiellement en train de décider à l'avantage des sociétés pharmaceutiques et surtout des systèmes de remboursement des soins aux États-Unis. Non, la psychiatrie, ça vaut mieux que ça. Et le président de la HD, la psychiatrie, ça vaut mieux que le DSM. Le patient vaut mieux que le DSM. Eh bien, je tourne le dos. Ça veut dire ce qui était prévu au départ comme étant une approche dimensionnelle qui viendrait compléter pour les scientifiques une approche catégorielle, le DSM-5. Le NIH dit, ça la remplace. Je ne veux plus de DSM. Je veux plus de DSM-5. Et donc, on commence à inventer des approches dimensionnelles qu'on connaît bien, donc centrées sur les critères, qui sont définis, donc s'intéressent au processus biologique de base. Alors, l'idée est de revenir à l'audace du DSM-3. Donc, je comprends les choses comme cela. La psychanalyse a invoqué une éthiopathogénèse pour chaque signe clinique. Le rejet de la psychanalyse
a invoqué l'absence d'éthiopathogénèse. Et la nouvelle éthiopathogénèse serait neuroscientifique. Je le comprends comme ça, à travers ce fameux recherche par critères. On s'intéresse aux processus biologiques de base, par exemple les circuits neuronaux, autant qu'au comportement pathologique, et cherche à relier la recherche animale et humaine, vraiment le tout, se concentrant ainsi en grande partie sur des constructions qui s'appliquent à toutes les espèces. Le besoin substantiel demeure de décrire systématiquement les dimensions des phénotypes. Ce système, si vous ne le connaissez pas, consiste en une structure, framework en anglais, donc qui est bidimensionnelle, flexible et à modifier en fonction des conséquences. Donc ce sont vraiment les novateurs qui ont gagné. Ils vont dire on va changer en permanence. 7 colonnes d'unités d'analyse, 5 lignes de domaine, à l'intérieur de chacun des domaines, des construits et des sous-construits, et il faut remplir les cases, et vous l'avez ici. Voyez, c'est ce système-là, donc un système bidimensionnel, flexible, avec des colonnes, à l'intérieur desquelles, alors vous l'avez d'une autre manière ici, donc on décrit l'individu du niveau génétique jusqu'au self-report, donc ce qu'il considère comme avoir lui-même par sa narration personnelle, voyez, à travers son développement, dans un contexte donné, en incluant la visée neurodéveloppementale majeure donc de la vie intra-utérine, si vous voulez, jusqu'à la sénilité. Un modèle de puissance absolue, évidemment. Et c'est celui-là aujourd'hui qui est financé, il n'en aura pas d'autre, pour faire simple. 3 postulats de base qui ont été décrits par les philosophes des sciences. Les troubles mentaux sont des troubles du cerveau, qu'on appelle l'ontologie. Ces troubles peuvent être appréhendés par les neurosciences, l'élément de la méthodologie, et l'utilité clinique est avérée. Ça veut dire on espère qu'en ayant progressé avec suffisamment de rigueur ontologique et méthodologique, la clinique va suivre. Alors je vais terminer sur mon opinion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui décrivent ça. J'aurais bien voulu vous parler du modèle à 1 dimension, donc vous pensez bien que d'autres personnes, donc dans l'approche dimensionnelle, il y a plusieurs modèles qui existent. Je viens de vous montrer le modèle auquel vous allez faire le plus référence dans les années à venir, qui est le modèle par domaine spécifique. C'est certain qu'on ne va parler que de ça. Mais il y a d'autres modèles dimensionnels à 3 facteurs. Alors vous les connaissez certainement, les 3 facteurs: neuroticisme, psychoticisme et extraversion. Vous les connaissez bien. Mais les scientifiques, certains scientifiques ont travaillé sur ces 3 facteurs que vous avez ici et ont considéré que la variance commune était insupportable sur le plan statistique. Et ça cogite quand même pas mal. Et ils se sont dit, mais dans le fond, on aurait peut-être bien un facteur qu'on appellerait le facteur P, en référence au facteur G, qui est le facteur intellectuel général, compte tenu du fait que la mémoire de travail et le QI sont hautement corrélés. Vous savez, les cognitivistes sont séparés en domaines cognitifs, plein de choses. Et en vérité, tout ça est assez lié. Si vous voulez ça, par exemple, la capacité à apprendre une langue étrangère est directement associée à la capacité de mémoire de travail. Donc, le facteur G sera un facteur dont on reconnaît aujourd'hui qu'il est relativement unifiant et qu'il a une validité scientifique. Le facteur P partirait d'un système à 3 facteurs, et internalisation, externalisation, expérience psychotique, et aboutirait à un facteur. Alors vous allez me dire, oui, bon, ça c'est une vue de l'esprit. Pas vraiment, parce qu'on a déjà des éléments bien précis sur le développement de ce facteur P. Le facteur P, par exemple, prédit la présence de troubles internalisés et externalisés dès l'âge de 3 ans. Les études prospectives montrent une bonne stabilité du P, mais des fluctuations diagnostiques considérables. La comorbidité séquentielle est la règle plutôt que l'exception. Il y a même une neuroscience du facteur P. Alors ça, c'est quelque chose que, Salvatore, certainement tu observes autant que moi. C'est-à-dire que les troubles sont très différents, mais on retrouve beaucoup les mêmes réseaux. Et ça, c'est ce qu'évidemment les tenants des facteurs P ont mis en évidence. C'est-à-dire que les études éphéméries ou iméries, si vous voulez, structurelles ou fonctionnelles, si vous voulez, mettent en évidence, et vous n'avez pas publié ça dans des revues, j'insiste, parce que vous ne pouvez pas spécialement me croire pour la qualité de la méta-analyse. Mais pensez que c'est considérer la psychiatrie comme le reflet d'un facteur général, qui est lié essentiellement au sentiment de confiance du bébé, de protection du bébé, l'absence de traumatisme infantile précoce, la capacité à développer une représentation imaginaire, d'avoir un imaginaire suffisamment développé, toutes ces choses-là, on peut en discuter tant que vous voulez. Aujourd'hui, et s'intéresser aux neurosciences de ce facteur unique, trouve sa place dans l'American Journal de Psychiatrie, mais aussi dans le JAMA Psychiatrie, dans les études récentes.
en disant, écoutez, en travaillant évidemment sur des sous-groupes, on trouve des tas de choses qu'on croit spécifiques, mais en travaillant sur des facteurs plus généraux, on trouve en réalité, vous voyez, par exemple ici, des points communs entre la schizophrénie, la bipolarité, les troubles du système compulsif, etc. Alors ça va encore plus loin, et je terminerai là-dessus, ça va beaucoup plus loin encore, parce que ça suppose, et ça Charles, je pense, le connaît bien, parce qu'on en a eu déjà des discussions là-dessus, mais ça suppose une approche transdiagnostique qui remet même en question la manière dont nous traitons les gens. Il n'y aurait pas de clinique par indication, il y aurait une clinique générale sur le facteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait tout à fait différent. Alors ils sont en train de fonctionner de ce qu'on appelle en mode what if, parce qu'ils n'ont pas de preuve irréfutable en faveur de l'idée qu'il y a un facteur de vulnérabilité. Donc what if, ça veut dire si c'était vrai, qu'est-ce que ça aurait comme changement sur le plan clinique? Et ils disent, clairement, on aurait des interventions pratiquement les mêmes pour tout le monde qui agiraient sur cette fonction, une espèce de psychothérapie ou une thérapie universelle, avec son pendant psychologique. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas d'accord avec je suis pas d'accord avec la sélection, si vous voulez, de ce mode-là. Pas du tout d'accord avec l'idée que c'est vraiment ça qui forme. Enfin, c'est ce qu'on trouverait. On trouverait qu'on vous formerait non pas à diagnostiquer et à réagir spécifiquement selon le diagnostic, mais on vous formerait en fait à un kit de survie, un kit d'intervention qui inclurait de la psychoéducation, de l'établissement d'objectifs de traitement, de la restructuration cognitive, de l'activation comportementale, de la reconnaissance des émotions psychophysiologiques, de la régulation des émotions, blablabla, etc. Et sur le plan des médications, il se pose de manière très sérieuse, mais ce n'est pas mon domaine, l'utilisation de médications à visée plus générale, comme la paroxétine et les médications anti-inflammatoires. On a eu un séminaire il n'y a pas longtemps sur les questions de lien entre l'inflammation périphérique et le risque addictif, le risque d'alcoolisme, ça va dans cette direction. Alors je terminerai là-dessus en disant que nous vivons un moment magnifique, parce que certains scientifiques vont plus loin que ça. Dans la même revue de World Psychiatry, donc là je vous fais simplement le témoin de cette conflictualisation, en la voyant plutôt comme une bonne chose que comme une mauvaise chose, même si elle réduit notre niveau de certitude, ça d'accord. Mais dans le même journal, vous pensez bien que je ne suis pas en train de dire que c'est le journal de l'antipsychiatrie ou de tout ce que vous voulez. Dans le même journal, et dans un journal qui s'appelle BBS, Behavioral Brain Science, impact supérieur à 20. Plus de 70 pages de description. Ici, il dit, mais on s'est complètement trompé. La vie mentale n'est pas biologique. Je ne suis pas d'accord. Je viens de dire, bon, il a son opinion. Mais comment pensez-vous, c'est ça qui est important, vous voyez le niveau de désespoir, le niveau de conflit au sein de la discipline, qu'il développe ses idées, donc le manque d'appui scientifique à l'idée qu'il y a un niveau biologique radical, de son point de vue, privilégier un mode de système de symptômes, oups, j'arrive à la fin, oups là, pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ça? Hop, je reviens à la fin, j'étais vraiment à la fin. Voilà, oui, j'étais vraiment à la fin. Il privilégie un mode de description de symptômes et de relations entre symptômes, je vais vous montrer ça. Les relations entre les réseaux de symptômes dépendent du contenu de l'état mental. Du contenu de l'état mental, oui, c'est fini, c'est arrêté. Lequel est indissociable de l'intentionnalité. Pour les plus anciens, ça rappelle la phénoménologie, toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette matière se trouve dans la presse psychiatrique de premier niveau, pas de deuxième ou de troisième niveau. Les relations entre les réseaux de symptômes dépendent du contexte culturel et historique, ainsi que les mécanismes externes d'environnement. Et ils sont en marche vers ce qu'on appelle une démarche holistique en recherche et en psychopathologie. Et alors regardez comment ça se passe. Il se passe donc qu'ils sont tout à fait prêts à admettre, et donc ces modèles sont développés dans les journaux dont je vous ai parlé, et expliqués en long et en large. Et il y a dans le BBS plus de 70 pages de réponses. Donc les scientifiques du monde entier ont dit, moi je vais vous dire ce que j'en pense, et cette discussion est une discussion tout à fait intéressante, mais je ne peux pas vous la refléter, mais qui indique en vérité que il n'y a pas une explication cérébrale à un trouble mental qui donne lieu à une série de symptômes. En vérité, le cerveau se trouve à de multiples endroits en fonction de contexte. Donc, il décrit parfois, si vous voulez, l'état cérébral décrit parfois un symptôme, mais le plus souvent, il décrit une relation entre symptômes. Et ces symptômes n'ont pas le même poids, en vérité, c'est ce que je parlais tout à l'heure de centralité, mais en fait ont des poids significativement différents. Et donc, en vérité, nous devrions tenter d'établir une sorte de théorie holistique basée sur des théories générales qui endorsent et qui acceptent la subjectivité de l'individu, seule source de connaissance de l'individu qui vous fait face. Et donc je terminerai par Ricoeur. Échangeux. Parce que c'est ces discussions-là qui sont Ricoeur échangeux, non, pas une autre. On ne réinvente rien, ça fait plus de 70 ans qu'on parle de ces choses-là. Mais là maintenant, ça s'incarne dans la science moderne. Comme intervenant désigné,
soignant de personnes en souffrance mentale invalidante, les praticiens sont mis au défi d'élaborer des systèmes de représentation et d'action en grande tension épistémique. Deux regards, quelle connaissance intangible, ça c'est la question je pense que c'est la question vraiment majeure. Quelle est la connaissance intangible utile au patient, notamment qui vient des sciences du cerveau, qui s'impose à lui en dehors du sentiment d'être lui-même. Donc je ne sais pas. Si vous voulez, je ne sais pas, je ne comprends pas l'information que vous me communiquez sur ce qui est pourtant du ressort de ma pensée subjective. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que vous me dites est vrai ou n'est pas vrai. Quand vous êtes clinicien et que vous dites, mais parlez-moi de relations quand vous étiez petit avec votre mère. Beaucoup de gens ont le sentiment d'aller dans une direction dont ils ignorent jusqu'où elle ira, mais ont le sentiment que quelque chose de personnel se joue là. Ce n'est pas en dehors de leur univers mental. La question est donc de savoir ici quelle est la part du corps-objet qui sera utile dans le traitement des sujets. Et évidemment, ce que Ricoeur réplique à Changeux, donc Changeux, vous connaissez l'homme neuronal, etc., vous savez tout ça, et Ricoeur, le philosophe des sciences que vous connaissez bien, hommage national lors de son décès en France, tant son impact a été considérable sur le développement des idées. Le patient s'adresse à un praticien, dit Ricoeur, qui imagine, animé par des intentions, des motivations et des valeurs, lequel, praticien, prend note de la part fantasmée du discours de son patient, qui pourtant le pousse à imaginer et à agir à son tour, le tout dans un contexte socio-culturel particulier dont les effets sont indicibles. Et donc la manière dont on va associer ces deux épistémies, c'est-à-dire le corps comme objet qui résiste à la subjectivité et qui s'impose à elle, et le corps vécu, fait partie des grosses questions qui se posent. Et s'il y a beaucoup de questions, il y a peu de réponses convaincantes pour l'instant à ce débat. Merci.